Bonjour à tous et bienvenue à la deuxième saison d'Au-delà des préjugés, un balado porté par Diversité 02, un organisme communautaire au Saguenay-Lac-Saint-Jean pour la communauté LGBTQ+. Je suis Roxane Hébert, votre animatrice, et je suis heureuse de vous accompagner tout au long de ce balado pour explorer ensemble différents sujets qui touchent la communauté LGBTQ+. Nous aurons des invités inspirants, des histoires authentiques et nous créerons des espaces de partage et de dialogue. Que vous soyez des gens impliqués ou simplement intéressés à en apprendre davantage sur la diversité sexuelle et de genre, vous êtes au bon endroit. Bonne écoute! Allô Léo! Allô? On avait le goût de parler d'un sujet que toi et moi, on a discuté ensemble puis Oui. on était bien crinqués là-dessus. Est-ce naturel d'être LGBT? Oh là là! C'est un peu une forme de sarcasme, là. Oui. On amène ça sur un petit ton quand même humoristique. J'aimerais peut-être ça pour les personnes qui écoutent l'épisode, qui t'ont pas entendu peut-être la première fois, ou peut-être de te présenter ton nom, tes pronoms, qu'est-ce que tu fais, tes études et tout. Yes. Donc, moi, c'est Léonidas Girard-Laprise, pronom il, yel, accord masculin. On peut aussi m'appeler Léo, c'est vraiment good. Je suis intervenant en sexologie puis agent de développement chez Diversité 02, mais j'ai aussi un bac en sexologie, ce qui fait que je suis un petit peu placée pas pire pour parler de tout ça. Effectivement, tu es bien placé. Yes. Là, ce qu'on avait le goût de faire, c'est qu'en travaillant en diversité sexuelle, en diversité de genre, on donne beaucoup de formations, sensibilisation et tout. Puis, on a décidé de prendre un peu des propos, des affirmations ou des commentaires qu'on avait souvent des personnes qui nous questionnent par rapport au contenu de la diversité sexuelle ou quand on parle de la communauté LGBTQ+. Puis l'un des commentaires qu'on entend souvent, c'est « ben là, c'est pas naturel, c'est pas dans la nature, c'est pas naturel d'être gay, d'être lesbienne, d'être LGBT. » Fait que nous, à ça, on avait envie d'un peu de répondre, finalement. Oui, démystifier un peu. Est-ce que tu as envie de nous en parler? Ben oui, parce qu'on pourrait croire que quand on donne des formations, les gens, des fois, ils ont des réserves par rapport à ce qu'ils nous disent et tout. Mais ce qui est le fun avec les formations, c'est que les gens, des fois, ils nous posent des questions où ils nous envoient leur homophobie puis leur transphobie directement au visage. Puis moi, j'aime bien ça, déconstruire un peu ce qu'ils disent. Fait qu'on dit quoi à quelqu'un qui nous dit que l'homosexualité, la transidentité, puis tout ça, c'est pas naturel? Qu'est-ce qu'on dit à ça? Ben, est-ce que ça l'est? Ben, c'est pas naturel. C'est l'hétérosexualité est pas plus naturelle que l'homosexualité. Puis qu'est-ce que je veux dire dans ça, c'est que en plus, tu sais, moi, d'avoir étudié en sexologie, j'ai aussi fait des études universitaires en écologie. Ce qui veut dire que j'ai fait des études dans une science biologique. Fait que j'ai un background dans ça aussi. Ça va être pertinent dans qu'est-ce que je vais dire dans quelques minutes, vous allez voir. C'est quoi le lien entre les deux? Ben, c'est que un des principes principaux en biologie, c'est la diversité, OK? Fait que les espèces animales, les espèces de plantes, les espèces de bactéries, les espèces en général, là, quand ils vont évoluer de manière super diverse. Puis l'évolution se fait pas de façon à ce que on évolue de manière logique ou qu'on évolue de manière efficace. On évolue de manière un peu aléatoire. Puis qu'est-ce qui fonctionne reste en vie, puis qu'est-ce qui fonctionne pas crève. C'est un peu ça, là. Ça OK? Fait que tout ça, c'est de la grosse diversité. On va juste faire la plus grande diversité possible d'évolution, puis on va regarder qu'est-ce qui fonctionne puis qu'est-ce qui fonctionne pas. Fait que la diversité, c'est comme un des thèmes principaux en biologie. Veux pas, tu sais. C'est avec la diversité qu'on fait que il y a une plus grande résilience des espèces puis des écosystèmes, par exemple, OK? Pourquoi est-ce que ça serait différent chez l'humain? Pourquoi cette diversité-là ne toucherait pas aussi l'humain? On est des êtres biologiques. Fait que, pour répondre à la question de est-ce que c'est les gens qui disent que c'est pas naturel d'être LGBT. C'est pas dans la nature d'avoir des comportements homosexuels. C'est assez naturel, la diversité en général. Fait que pourquoi est-ce que les attirances puis les identités seraient pas eux aussi diverses? Puis là, on parle de comportements homosexuels, etc. Puis là, les gens qui vont dire « Ah, c'est pas naturel », ben c'est des gens peut-être qui disent que juste ça, c'est chez les humains, mais encore une fois, c'est pas vrai. Il y a tellement des animaux qui sont gays, là. Genre vraiment beaucoup, pour vrai. OK. Puis,
Il faut aussi savoir, là, tu sais, que dans les méthodes scientifiques, ça fait pas longtemps qu'on publie les résultats d'animaux qui ont des comportements sexuels avec les animaux de même sexe qu'eux. Qu'est-ce que je veux dire à ça? C'est que ça fait longtemps qu'on voit ces comportements-là en nature, mais les scientifiques n'étaient pas encouragés à partager ces résultats-là parce que ça pouvait faire que leurs études scientifiques n'allaient pas être publiées à cause de l'homophobie qu'il y avait. Ah ouais. Oui. OK. Oui. OK. Fait qu'à cause de l'homophobie, on n'a longtemps pas publié les résultats de recherche qui montraient des comportements de même sexe chez les animaux, ce qui fait que ça renforçait ce discours-là, disant que c'était pas naturel, tu comprends? Mais là, il y a de moins en moins d'homophobie en sciences, ce qui fait que de plus en plus, les chercheurs, les chercheuses sont amenés à publier ces résultats-là, puis on se rend compte que maudit qu'il y en a des résultats de comportement de même sexe chez les animaux, puis on se rend même compte que chez certains animaux, les comportements de même sexe, ils ont vraiment des rôles super importants. Ah ouais? Ouais. OK. Fait que, en tout cas, je peux nommer certains trucs. Je vais prendre une petite gorgée d'eau avant tout ça. OK. Bien, c'est vraiment intéressant parce que ça nous permet, tu sais, c'est un peu, pas en riant qu'on dit ça, mais c'est un peu un contre-argument à ce... Parce que, tu sais, vraiment, la pensée ou les propos qu'on a, c'est que c'est vraiment un homme et une femme qui peuvent avoir des enfants, puis que le but de l'humanité, c'est de se reproduire et d'avoir des enfants. Donc, c'est pour ça que l'homosexualité, c'est pas valide, tu sais, dans ce préjugé-là. Fait que de démontrer que non, ça existe pas juste chez les humains, mais que ça vient vraiment être un contre-argument fort, selon moi, là. Ben, ça existe dans... Tu sais, c'est pas tous les animaux qui vont avoir ces comportements-là, mais il y a plusieurs animaux qui vont les avoir. Puis, tu sais, aujourd'hui, tu sais, je regardais, dans le fond, des études scientifiques puis des recensions d'écrits. Puis, dans le fond, aujourd'hui, les études qu'on a enregistrées avec des observations de comportements sexuels montrent environ peut-être 1500 espèces animales qui ont des comportements, on pourrait pas dire des comportements homosexuels, on va dire des comportements avec individus de même sexe. Fait que tu sais, ça c'est juste qu'est-ce qui a été vu et enregistré, 1500 espèces. On pourrait croire qu'il y en a plus. Puis, on a par exemple plusieurs espèces de singes qui ont des comportements comme ça. Puis chez les singes, il y a le macaque japonais, par exemple. On a aussi chez certaines espèces de bonobos, puis chez des chimpanzés, puis il y en a sûrement d'autres. Ben, il y a dans plusieurs espèces de singes que les comportements avec même sexe sont super importants pour l'établissement du climat social dans les groupes. Fait que ça va aider à abaisser, mettons, les tensions d'agression chez ces groupes-là. Ça va aider à lier des liens entre différents membres du groupe. Fait que ça a vraiment une place super importante. Puis sinon, ben, c'est pas juste chez les singes. On a des comportements vers le même sexe chez certaines vaches, chez les oies des neiges, les grillons. On en a aussi chez plusieurs espèces d'antilopes. OK. Fait que c'est un peu partout, varié, là. C'est varié, là. Ouais. Les animaux sont très gays, là. Ils sont vraiment très gays. Fait que si c'est pas naturel d'être homosexuel, mettons, quand t'es humain, ben il faudrait aller dire à tous ces animaux-là que c'est pas correct non plus, là. Parce que je vous dirais que chez les antilopes, là, ça y va fort. ça y va. Ouais, vraiment. OK. Ben, c'est vraiment, vraiment intéressant tout ça. Puis, en tout cas, on pourrait, j'imagine, en parler encore longtemps. Mais moi, je me demande, selon toi, pourquoi les gens sont autant confrontés parfois quand on parle de diversité sexuelle et de genre? Pourquoi ça vient... les gens
souvent vont se mettre en mode réfractaire ou vont vraiment donner des arguments. C'est quoi le besoin derrière? Ça vient d'où? Mais c'est la grande question, je pense. Puis ça peut venir de plein de places différentes. Tu sais, je veux dire, chez certaines personnes, ça peut venir d'une certaine méconnaissance. Tu sais, les choses qu'on connaît pas, les choses auxquelles on n'a jamais été exposé, des fois, ça peut être super épeurant. Puis des fois, ben, la meilleure manière qu'on a de se protéger de ça, c'est de se braquer puis d'être agressif. Fait qu'il peut avoir ça, mais il peut aussi avoir que des fois, il y a des personnes qui viennent de des milieux qui, à la base, sont super homophobes. Fait que, tu sais, admettons que tu grandis dans une famille qui est homophobe puis que tu entends juste des discours qui sont homophobes, ben peut-être que tu vas être porté à avoir ces discours-là aussi. Tu sais, si c'est ça qu'on t'a appris comme discours à avoir et tout, mais des fois, il y a des personnes super ouvertes d'esprit qui viennent de ces familles-là aussi. Ça dépend, tu sais, je pense que des fois, c'est confrontant, puis c'est pas toutes les personnes qui sont aux mêmes places par rapport à l'ouverture d'esprit, puis par rapport aussi à l'ouverture à en apprendre plus chez l'autre personne, mais je te dirais que c'est une grande question qui est différente puis qui est pas facile à résoudre. Bien, le fait de réduire ça à « ce n'est pas naturel c'est beaucoup une vision ou une approche très essentialiste. Tu sais, on en parlait absolument un peu par rapport à ça. Puis ça, ben c'est sûr que ça peut avoir un effet négatif peut-être sur la communauté LGBTQ+, le fait de ramener tout ça à son essence propre, si on veut, tu sais. Oui, ben tu sais, dans le fond, tu sais, ces discours-là vont beaucoup rapporter par rapport à, ben c'est quoi qui est naturel, c'est quoi qui est essentialiste, tu sais, admettons, c'est quoi qui est l'essence même de la personne, puis d'où est-ce que ça vient, puis les discours, tu sais, qui se rapportent tout le temps à la biologie propre. Tu sais, quand on parle d'identité humaine, puis de vécu humain, de rapporter ça juste à la nature, puis à la biologie, puis à l'essentialisme, des fois, c'est de passer un petit peu à côté de la traque, tu sais. C'est que, oui, on est... On est des animaux, là, à la base, là, spoiler, genre. Mais il y a l'idée de la culture, il y a l'idée de tout ça qui est plus grand aussi, mais tu sais, même si on se rapporte juste à la nature est pas straight à 100%, c'est que dans la nature, les identités sont pas fixes. Tu sais, au niveau de la biologie, là, même les biologistes eux-mêmes, ils s'entendent pas tout le temps à savoir c'est quoi la différence entre deux espèces précises, parce que la biologie ne peut pas rentrer dans une petite case précise à cause de sa diversité, à cause de son changement et tout. Mais c'est pareil un peu pour l'humain. Tu sais, on peut difficilement nous rentrer dans des petites cases précises. Tu sais, c'est la même chose. Là. Mais ça me fait penser, Léo, à... par rapport à la communauté, on va parler des personnes intersexes, mais chez les espèces animales, on peut parler aussi de hermaphrodites. Ça, c'est plus chez les espèces de plantes, l'hermaphrodite. Plantes, OK. Puis chez les animaux, on va parler de quoi? On va parler d'intersexualité aussi chez les animaux. Il y a plein de trucs différents chez les animaux. Des exemples, par exemple, concrets? Plein d'exemples. Tu sais, autant que nous, on a des personnes intersexes ça serait chez l'humain, il peut y avoir des personnes intersexes chez les animaux, juste que le développement des organes génitaux et du système reproducteur n'est pas 100% masculin ou 100% féminin. Mais on a dans certains cas, comme les poissons clowns, où est-ce que pendant leur vie, c'est possible qu'ils changent à 100% de sexe. Fait que les poissons clowns, ils vivent en genre de petit groupe qui est leadé par une femelle, OK? Puis si la femelle qui lead le groupe, elle meurt, c'est la deuxième personne la plus importante du groupe qui reprend le groupe. Puis si c'était un mâle, il va devenir une femelle. C'est fou, hein? Oui, c'est fou. Il y a tellement de variétés dans l'espèce animale. Puis même les hippocampes aussi. Chez les hippocampes, c'est surtout les rôles, en fait, qui sont à revoir. C'est que, tu sais, on est habitué, nous, de voir, c'est la femelle ou c'est la femme, la mère qui va porter l'enfant, qui va s'occuper des enfants, qui va plus être caring par rapport à ça. Mais chez l'hippocampe, c'est le mâle qui va porter les petits et tout, tu sais. Les pingouins aussi. Les pingouins... C'est toute réserve, là. Mais il y a de quoi avec les pingouins? Mais il y a de quoi avec les pingouins, OK? Les pingouins, là, moi, je les aime, là. Mais c'est le papa qui les porte ou je sais pas quoi, là. Non, moi, je veux te parler des pingouins homosexuels, OK? Vas-y, non. Les pingouins, souvent, là, eux, ils se trouvent un partenaire pour la vie. Oui, OK? Oui. Puis ça arrive que c'est deux mâles. Ça arrive que deux mâles se retrouvent partenaires pour la vie.
Puis là, tu te dis, bon, ben, ils pourront pas avoir de bébé. Faux. Ils vont prendre les bébés qui ont été les œufs qui ont été abandonnés par leur mère ou les œufs que la mère est morte. Mais voyons. Puis ils vont prendre ces œufs-là, ils vont les couver, puis ils vont l'élever comme si c'était leur propre petit. Ça, c'est fou. Mais c'est bien, ça. Ben, c'est fou. C'est vraiment J'adore les pingouins gays. C'est vraiment le fun. Fait qu'il faudrait aller leur dire. Ouais, il faudrait aller leur dire que c'est pas correct, que c'est pas naturel, que c'est pas comme naturel, ça que ça marche. C'est pas ça la vie. OK. Ben, dans un autre ordre d'idées, excuse-moi, là, on parlait un peu plus tôt des préjugés ou des commentaires qu'on avait. Il y en a un autre qu'on reçoit aussi quand même souvent qui est la pensée que le fait de parler de diversité, de parler de la communauté LGBTQ+, aux jeunes, par exemple, aux enfants, ça allait les rendre plus propices à devenir LGBT. En les exposant, là, on leur mettait des idées dans la tête ou en tout cas, qu'est-ce que tu aurais à dire par rapport à ça? Qu'est-ce que j'aurais à dire par rapport à ça, c'est que quand on parle de diversité avec les jeunes, puis quand on parle dans des classes, mettons, là, d'orientation sexuelle puis tout, on va pas faire que des jeunes vont devenir LGBTQ+. On va peut-être plus s'arranger pour que les jeunes qui sont déjà LGBTQ+, dans cette classe-là, restent en vie. Mm-hmm. C'est plus ça, en fait, parce que les statistiques là, par rapport au taux de suicide, par rapport aux pensées suicidaires chez les jeunes LGBTQ+, sont super élevés. Mm-hmm. Non seulement à cause de la discrimination, mais aussi parce qu'il y a plusieurs de ces jeunes-là qui ils savent qu'il y a quelque chose avec eux qui est pas comme les autres, mais ils n'ont pas nécessairement les mots encore, ils savent pas exactement quoi, puis il y a un grand mal-être qui est associé à ça. Fait que quand on parle de diversité sexuelle dans une classe, on parle pas de diversité nécessairement pour les jeunes hétéros. On va en parler aux jeunes hétéros pour peut-être les sensibiliser, les aider avec l'ouverture d'esprit, mais on est surtout là pour aller faire écho avec les jeunes qui ont déjà ces questionnements-là, pour un peu leur dire « Hey, t'es pas bizarre, t'es pas fucké, t'es pas à côté de la traque, ça existe pour vrai, puis c'est correct, puis genre, t'as le droit de vivre ça, tu sais. Mm-hmm. » Parce que, tu sais, si parler d'une identité sexuelle rendait tout le monde comme ça, ben tout le monde serait hétéro. Ouais. Parce qu'on parle constamment d'hétérosexualité. Mm-hmm. Quand Occupation Double est à TV puis que c'est juste l'hétérosexualité qui est prônée, il y a personne qui capote. Mais si on a un film qui présente une scène avec deux hommes qui se frenchent, là, c'est la fin du monde. Mais on se pose pas la question, tu sais, l'hétérosexualité, c'est quand est-ce qu'on la voit? On la voit tout le temps. On la voit partout. On la voit dans les séries, même les séries jeunesse. Oui, puis on la voit aussi avec ma tante qui demande « Ah, t'as-tu un petit chum, une petite blonde? » Ben ça, c'est de l'hétérosexualité. On la voit aussi quand un enfant va à la maternelle puis que son ou sa meilleure amie est du sexe opposé, ben il va tout le temps avoir des allusions à faire « Ah, c'est-tu ta petite blonde ou ton petit chum? » mais jamais des allusions à savoir « Ah, c'est-tu ton ami? » On prend pour acquis que c'est un chum ou une blonde si c'est une personne du sexe opposé. C'est que l'hétérosexualité, elle est tout le temps là, mais si parler d'une orientation sexuelle ou de montrer une orientation sexuelle, ça faisait que les gens s'identifient à cette orientation-là, ben tout le monde serait hétéro tout le temps. Ouais. Fait que je pense pas que le fait que j'aille dans des classes parler d'orientation LGBTQ+, je pense pas que ça va faire devenir les enfants gays. Mais par rapport à l'identité de genre, par exemple, tu sais, les gens qui diraient, là, bon, là, on voit beaucoup plus de personnes trans, des personnes non-binaires, des personnes qui s'identifient à, on a toutes sortes de commentaires, là, je rentrerai pas là-dedans, mais comme par rapport à ça, est-ce que tu dirais que c'est le même principe? Parce que c'est vrai qu'on voit beaucoup de personnes cis dans les émissions, là, ça, c'est clair. C'est un peu le même principe, là, c'est que il y a beaucoup de gens qui vont dire « Ah, ça existait pas avant la transidentité », puis ben, premièrement, c'est pas vrai. On se rend compte que, tu sais, dans le fond, il y a beaucoup de personnes trans qui meurent du suicide, premièrement. C'est fou, là, en surreprésentation. En surreprésentation, là. Il y a beaucoup de personnes trans qui meurent du suicide, premièrement. Puis, encore aujourd'hui, mais moins, il y a beaucoup de personnes trans qui meurent parce qu'elles se font tuer par d'autres personnes. Puis, dans le passé, on voyait peut-être moins ces personnes-là parce qu'elles étaient seulement moins exposées puis qu'elles vivaient
en groupe plus reclus peut-être, mais c'est des personnes qui ont toujours existé, les personnes trans dans notre société. C'est juste que maintenant, on leur donne la place d'exister peut-être un petit peu moins en cachette. On en parle plus, on le démystifie plus, fait qu'on met peut-être des mots sur des réalités que les personnes vivent intérieurement. Oui, puis tu sais, une personne trans peut être trans sans jamais faire son coming out. Il y a plein de personnes trans qui décident de faire leur coming out, par exemple, à 63 ans, mais toute leur vie, ces personnes-là étaient comme, ben, je me sens pas bien, j'ai pas l'impression d'être dans le bon corps, mais je peux pas en parler à personne parce que je vais être mis de côté. Fait que c'est beaucoup ça, tu sais, c'est que... Ça peut être fait d'une manière plus intime, cachée. Oui, fait que tu sais, c'est que aujourd'hui, il n'y a pas nécessairement plus de personnes trans, mais c'est plus qu'on laisse plus le droit à ces personnes-là d'exister, tu sais. Ben, tu sais, c'est vraiment intéressant. Puis souvent, ce que les personnes nous disent avec le recul, les personnes, par exemple, qui ont fait un parcours d'affirmation de genre, une transition, les personnes non-binaires, quand on fait un recul, puis qu'on leur demande, est-ce que tu avais des signes quand tu étais plus jeune? C'est quand les premières questions que tu as eues par rapport au fait que tu n'étais pas en conformité, par exemple, avec ton sexe assigné à la naissance? Mais souvent, les gens, ils réalisent avec le recul qu'il y en avait déjà des indicateurs, il y avait déjà des indices dans l'enfance, dans l'adolescence. C'est juste qu'il n'y avait peut-être même pas les mots. Tu sais, des fois, juste de ne pas avoir les mots, de ne pas connaître, de ne pas savoir, de ne pas comprendre, des fois, ça fait que les gens sont dans des questionnements, dans un mal-être profond, mais qui ne sont même pas capables de savoir pourquoi. Mais qu'au final, quand nous, on va en parler ou quand on s'informe, bien là, tout d'un coup, ça devient clair. Tu sais, tout d'un coup, on met un mot sur un état. Oui, exactement. Fait que là, c'est vrai qu'à ce moment-là, des fois, il y a comme une petite étincelle qui peut apparaître chez les gens. Comme, c'est ça que j'ai. Oui, exactement. Puis, tu sais, il y a des gens qui vont avoir vu des signes super avant puis avoir fait « Oh mon Dieu, OK, c'est pour ça que je me sentais comme ça quand j'étais jeune et tout. » Mais comme l'identité de genre, ça peut changer aussi au travers de la vie. Des fois, il y a des personnes qui étaient comme « Ben, je me sentais vraiment bien comme une fille quand j'étais jeune, mais là, aujourd'hui, vraiment pas. » Mais tu sais, comme tu dis, il y a beaucoup de gens qui ont des souffrances cachées puis qui n'ont pas les mots à mettre dessus. Fait que c'est pour ça que c'est important d'en parler parce que ça fait beaucoup de bien à ces personnes-là. Puis, si toi, en tant qu'hétéro, ça te touche pas et tout, ben c'est correct parce que ces messages-là sont pas visés pour toi. Puis la majorité des messages dans notre société sont visés pour toi habituellement. Fait que là, ben s'il y a genre un 5% du message qui t'est pas visé, c'est pas la fin du monde. T'es pas obligé de faire une crise de bacon. C'est bien correct. Tu peux te tourner vers le 95% du reste du message qui est pour toi. C'est vraiment chill. C'est bon, ça. Puis ça m'amène justement à repenser à un autre truc qu'on entend tout le temps. C'est comme, ben voyons, tu sais, parce que l'acronyme LGBT, tu sais, nous, on dit LGBTQ+, mais on peut dire 2S, LGBTQIANB, tu sais, on peut, il est long. Fait que, tu sais, on a beaucoup des commentaires comme de tabarouette, il finit plus cet acronyme, il y a ben trop de lettres, c'est quoi, bientôt on va pouvoir être ci, on va pouvoir être ça, tu sais. C'est comme, en tout cas, on a même élargi ça à d'autres choses que la race humaine, là, tu sais, des fois, dans les préjugés. Fait que qu'est-ce qu'on répondrait à ça? Il est trop long. Pourquoi c'est là? Ça sert à quoi? On l'entend tellement souvent en formation, ça. Puis qu'est-ce que je réponds beaucoup, c'est si ces identités-là ne font pas de sens pour toi, c'est peut-être parce que c'est pas une identité qui s'adresse à toi. C'est ça. Si tu la trouves trop compliquée pour rien, c'est peut-être que ça s'adresse pas à toi. Mais ça va s'adresser à certaines personnes pour qui cette identité-là, ben enfin, ça vient mettre un mot sur quelque chose que je vis depuis tellement longtemps puis que je comprenais pas. Puis enfin, ça va m'aider à rentrer en contact avec d'autres gens qui vivent la même chose que moi, avec qui je vais pouvoir parler de ces réalités-là. Puis c'est pour ça que c'est important, les différentes identités, etc. C'est pour arriver à trouver une communauté de gens qui partagent un vécu qui est un peu similaire au nôtre. Fait que c'est correct s'il y a des identités que tu trouves compliquées, puis s'il y a des lettres que tu sais même pas dans l'acronyme qu'est-ce que ça veut dire. Si ça te parle pas, puis ça fit pas du tout avec ton expérience, c'est vraiment correct que tu t'identifies pas à ça, mais faut juste rester ouvert à l'idée que il y a des personnes pour qui c'est vraiment important puis que ça va vraiment en faire du bien, puis pour ces personnes-là, c'est important, puis c'est correct, là. Tu sais, je veux dire, l'acronyme, il est là pour
Mettre en lumière. Ben, mettre en lumière différentes identités, puis mettre de l'avant différentes identités, puis ben, si toi, tu ne fites pas avec ça, c'est correct. Là, tu as le droit de vivre aussi. Puis comme ça se peut que cet acronyme-là soit pas fait pour toi, puis c'est correct. Puis, tu sais, pour certaines personnes, au même titre que, par exemple, quelqu'un qui aurait une souffrance au niveau de ta santé mentale, ben, d'avoir un mot sur quelque chose qui vient nommer mon mal-être, ben, c'est toujours apaisant d'avoir 100%. Un mot sur un état, sur quelque chose. Fait que je pense que l'objectif de l'acronyme, c'est vraiment de mettre des mots et d'être reconnu, finalement. D'avoir un mot qui me définit, ça me permet aussi de me reconnaître comme individu, comme tu dis, de me créer un réseau, d'avoir un langage commun avec d'autres personnes et tout. Mais est-ce que c'est possible aussi que certaines personnes qui, entre guillemets, sont de la diversité sexuelle et de genre, mais qui adhéreront pas pantoute à l'acronyme? Est-ce que c'est possible aussi? Bien, c'est là que je m'en allais. C'est qu'il y a certaines personnes de la communauté qui vont avoir aucune lettre de l'acronyme qui vont fitter avec eux, puis c'est correct. Puis il y a des personnes qui vont avoir plusieurs lettres qui vont fitter avec eux, puis c'est correct aussi. Puis il y a des personnes que leurs identités puis leurs lettres qui vont fitter avec eux vont changer pendant la vie, puis ça aussi, c'est correct. Je veux dire, comme on a dit plus tôt, tu sais, c'est pas les identités, c'est pas quelque chose, tu sais, qui est hermétique, qui est dans une petite boîte fermée pour toujours, puis tout, tu sais, c'est fluide, tout est fluide, puis c'est correct, tu sais, l'important c'est juste de rester ouvert à ce qu'il y ait un changement. Puis tu sais, c'est comme dans la vie, tes goûts peuvent changer, tu sais, ta couleur préférée, elle peut changer, mettons. Ben, je pense que comme comment tu te perçois, puis comment tu es en relation avec les autres, puis comment tu t'identifies, ça peut changer aussi, tu sais. C'est correct, ça veut pas dire que t'es mêlé, ça veut pas dire que tu sais pas qu'est-ce que tu veux, ça veut juste dire que tu changes. Puis changer, tu sais, puis évoluer, changer, je pense que c'est très normal. Est-ce que tu penses, une autre ils me reviennent toutes, là, les préjugés, les propos, est-ce que tu penses que le fait de créer un acronyme, de mettre en place ce système-là d'identification, est-ce que, selon toi, ça crée une distance ou une séparation entre la communauté qui s'identifie LGBTQ+, versus les personnes hors communauté, donc hétéro-cisgenres? Est-ce que, selon toi, ça crée ça? Parce que c'est beaucoup ce qu'on entend quelquefois. C'est vraiment une bonne question parce qu'on entend souvent le monde qui dit « OK, puis le H pour hétéro, c'est quand est-ce que ça s'en vient? » Oui, c'est ça, on l'entend. Oui. Ben, il est où le nôtre, tu sais? C'est que le H pour hétéro, il est dans la vie de tous les jours. Le H pour hétéro, il est quand tu vas à l'épicerie. Le H pour l'hétéro, il est quand tu vas dans tes parties de famille. Il est partout, tout le temps, le hétéro. Il n'y a pas d'hétéros qui font des coming out, tu sais. Ben, exact, t'as pas besoin de faire ton coming out quand t'es hétéro. T'es pas stigmatisé parce que t'es hétéro. Fait que des fois, c'est ça qui peut être difficile à expliquer pour les personnes qui ont ce point de vue-là. Tu sais, d'un côté, je peux comprendre, mais en même temps, il y a personne là, qui vous arrête là, de faire votre H, puis il y a personne qui vous arrête de faire des rassemblements hétéros. Là. Allez-y. Genre, mais vas-y. C'était criminel il n'y a pas longtemps d'être homosexuel. Oui, c'est ça, mais hétéro, c'était pas criminel. Fait que, tu sais, il y a ça aussi, mais si tu veux faire là, de tes samedis soirs avec tes chums de gars en checkant le hockey, une réunion hétéro, appelle-le comme ça. Vas-y, c'est correct. Il n'y a pas la police du gay là, qui t'empêche de faire ça. Là. Tu peux. Mais c'est ça, tu sais, le pourquoi est-ce qu'on ne met pas le hétéro dans le LGBTQ+, ben c'est ça, c'est que le hétéro n'a jamais été criminalisé. Le hétéro n'aura jamais peur de se faire tuer parce qu'il est hétéro. Le hétéro n'aura jamais peur d'aller dans certains pays dans le monde parce qu'il est hétéro. Oui, parce que c'est encore le cas. Là. Nous, on connaît des gens qui ne peuvent pas voyager à tel endroit parce que c'est criminel. Si je vais dans certains pays, si je vais à Dubaï, moi, c'est possible que je ne revienne pas. Là, oui, c'est ça. Ça existe encore. Fait que, tu sais, c'est de mettre en lumière des réalités qu'on entend moins, puis c'est pour ça qu'on a créé l'acronyme. Mais est-ce que, selon toi, ça crée une distance entre les deux? Est-ce que c'est l'objectif de l'acronyme? Je pense pas que l'objectif de l'acronyme, c'est de créer une distance, plus de créer un endroit où est-ce que les personnes LGBTQ+, peuvent vivre ensemble leur réalité. Puis à la limite, tu sais, je veux dire, s'il y a certaines réalités qui peuvent ressembler à des réalités que les hétéros vivent, I guess que c'est good, mais je pense pas que le but, c'est faire une scission plus que de faire un espace où est-ce que c'est plus sécuritaire de vivre son identité. Après ça, ben,
je sais pas, là, le but n'est clairement pas de faire la grande scission, là, mais... Non, c'est ça. Ça peut se faire, justement, par les gens... Par rapport à, on a parlé un peu, ce qu'on connaît pas nous fait peur. Fait que des fois, on trouve des arguments où on rentre en mode défensif, si on veut, face à ce qu'on connaît pas. Fait que c'est vrai que des fois, ça peut créer une genre de coupure, mais ce n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est de mettre en lumière des choses qu'on aborde moins. Oui, absolument. Puis tu sais, moi, j'ai des amis hétéros, là, que ils sentent pas cette scission-là. Là. Tu sais, j'ai le droit d'avoir des amis hétéros, puis ces amis hétéros-là peuvent être inclus dans mes activités de LGBT. Ben oui, des personnes hétéros et cis aussi, des personnes cisgenres. Tu sais, je veux dire, tu peux être une personne hétéro cisgenre puis être inclus dans des activités LGBTQ+, tu sais, tu peux être allié de la communauté puis avoir une place dans tout ça, tu sais, mais tu peux pas... Tu peux pas chialer que t'as pas ta place dans l'acronyme parce que t'as jamais été criminalisé pour ça, là. Oui, c'est ça, exactement. Ben en tout cas, Léo, c'était vraiment intéressant de pouvoir parler de ces préjugés-là qu'on entend, les propos qu'on a. Puis des fois, je veux dire, je dis préjugés, je parle d'homophobie, transphobie, mais des fois, les gens vont l'aborder d'une manière comme bienveillante quand même. Tu sais, des fois, les gens vont apporter ces commentaires-là d'une manière insouciante. Ils pensent bien faire. Puis des fois, ça peut être remis en question. Mais c'est le fun de pouvoir au moins aborder tout ça puis venir un peu contre-argumenter, si on veut, par rapport à ça. Fait que merci beaucoup. Est-ce que tu avais autre chose en terminant? Ben non, là, je pense qu'on a quand même abordé qu'est-ce qui devait être abordé. Puis c'est ça. C'est cool. Ouais. Ben merci, puis bonne journée. Merci. Bye. Bye. Ce balado est produit en collaboration avec la Télé du Haut-du-Lac.